61 ans d'indépendance du Togo, ce 27 avril 2021. Ce sera demain, mardi. Eh bien, on va en parler ce soir avec notre invité, le professeur titulaire Joseph Tigbe. Bonsoir, professeur Tigbe. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité, professeur titulaire en histoire contemporaine à l'université de Lomé. Je vais d'abord interroger donc l'historien que vous êtes lorsqu'on parle d'indépendance, que ce soit du Togo ou de notre pays, mais du Togo en particulier. Pour l'historien que vous êtes, qu'est-ce qu'on célèbre en fait? Alors, merci de cette invite qui m'a été faite pour parler de l'indépendance. J'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois que nous célébrons l'indépendance, il est bien qu'on puisse rappeler les faits marquants de cette indépendance-là. Alors, pour venir à la question que vous posez, je pense que quand on parle de la célébration de l'indépendance, il y a deux éléments. Il y a d'abord la commémoration de l'événement. Et la commémoration en question concerne la lutte que les acteurs de diverses natures ont eu à mener pour que le Togo puisse parvenir à son indépendance. Et en la matière, nous savons qu'il y a eu différents acteurs qui ont travaillé pour que l'indépendance puisse avoir le jour au Togo. Notamment les partis politiques qui, à un moment donné, se sont arrangés. C'est vrai qu'ils n'ont pas regardé forcément dans la même direction, mais chacun, dans son camp politique, a essayé quand même de travailler pour qu'on puisse parvenir à l'indépendance. Il y a l'Église aussi qui, à travers les prêches, encourageait l'administration coloniale à pouvoir faciliter les choses pour que la liberté, qui est une donne naturelle, innée dans l'homme, puisse se concrétiser. En dehors de l'Église, nous avons les syndicats qui ont également joué un rôle important, notamment lors des élections législatives du 27 avril 1958, qui ont ouvert la porte à la proclamation de l'indépendance du Togo 2 ans plus tard. Et ces syndicats, je pense, ils ont eu à sensibiliser les syndiqués et carrément à se vêtir même de l'habit de l'homme politique pour pouvoir sensibiliser politiquement tous les citoyens togolais qui allaient s'inscrire sur les listes électorales, qui allaient retirer leur carte d'électeur pour pouvoir voter et faire en sorte que la victoire puisse être du côté des nationalistes. Et enfin, on évoque généralement le rôle que les femmes ont eu à jouer. Et ces femmes-là, je pense que l'histoire retient d'elles des actes de bravoure, des prouesses qu'elles ont eu à faire, parce que, justement, elles ont été les propagandistes des idéaux des nationalistes, puisque c'est elles qui portaient avec elles plutôt les pancartes, les tracts qu'elles dissimulaient parfois sous leurs vêtements, à un moment où l'administration coloniale avait déroulé son rouleau compresseur et on passait à la fouille systématique tous ceux qui allaient sur les lieux de marché. Donc, vous comprenez, les femmes qui, parfois, cachaient ces tracts dans leurs sous-vêtements pouvaient passer entre les mailles de ces fouilles-là et arriver sur les lieux de marché. Elles diffusaient les slogans de ces nationalistes-là. Et parfois même, elles avaient des chansonnettes qu'elles entonnaient pour galvaniser les populations, pour les encourager à aller vers l'indépendance. Donc, en dehors de ces éléments, on peut dire clairement que quand on voit l'ardeur avec laquelle ces différents acteurs ont eu à travailler de concert pour que l'indépendance puisse devenir une réalité, alors on ne peut pas rester insensible à l'avènement de cette indépendance-là sans rien faire. Parce qu'il y a de ces acteurs qui ont eu parfois à payer de leur vie, de leur sang, cette lutte pour l'indépendance. C'est une cause noble, une cause commune, collective, pour laquelle eux, ils ont eu à verser leur sang. Donc, je pense que quand l'indépendance arrive, alors le minimum que nous,
qui sommes en train d'être témoins de cette célébration, c'est de nous rappeler de ces luttes que ces vaillants Togolais et vaillantes Togolaises ont eu à mener pour que nous puissions arriver à l'indépendance. Donc c'est un devoir de mémoire, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on célèbre l'indépendance, c'est l'occasion pour passer en revue tout ce que nous avons pu réaliser depuis notre accession à l'indépendance. Vous savez, c'est une opportunité qui nous est donnée, chacun, en ce qui le concerne, de faire un bilan par rapport à notre vie en commun, par rapport à ce que nous avons pu réaliser ensemble, par rapport à nos divergences aussi. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes une nation qu'il n'y a pas de divergence. Et parfois même, ce sont ces divergences-là qui nous enrichissent. C'est pour cela que, à l'avènement de la célébration de l'indépendance, donc il est demandé d'abord, en tant qu'État, en tant qu'institution, de réfléchir à notre vie commune pour voir quels sont les goulots d'étranglement de notre vie commune, quels sont les ratés, quels sont les défis majeurs qui se posent à nous et comment faire pour pouvoir relever ces défis-là. Et je pense qu'en tant qu'institution, le Togo doit pouvoir faire ce bilan, mais aussi en tant qu'individus, nous devons pouvoir nous poser la question de savoir, pendant toutes ces années, quelle a été ma contribution à l'affirmation de notre indépendance. Parce que ce sont des individus qui se sont mis ensemble pour constituer la population togolaise et travailler pour que l'indépendance puisse se traduire dans les faits. Voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à la célébration de l'indépendance. Alors, si je reviens sur le premier plan, quand vous avez parlé de commémoration de l'événement, est-ce que vous, les historiens, est-ce que vous classez le processus d'indépendance du Togo dans ce qu'on peut appeler un processus violent ou plutôt pacifique? Bon, alors, vous savez, il y a beaucoup de thèses en vigueur qui estiment que les indépendances africaines ont été octroyées et qu'elles n'ont pas été arrachées. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que, au Togo, par exemple, l'indépendance n'a pas été si violente comme cela a été le cas en Algérie, par exemple, qu'on va dire que c'est de gaieté de cœur que la France a octroyer l'indépendance aux Togolais. C'est faux, parce que quand nous voyons un peu le contexte dans lequel l'indépendance a été acquise, c'est de haute lutte. Déjà, en 1958, lorsqu'on devait procéder aux élections législatives, la France avait tout mis en œuvre pour que les nationalistes ne remportent pas la victoire. Parce que le fait pour les nationalistes de remporter la victoire signifie clairement que la France doit plier bagages et partir. Donc, la France a fait une campagne, j'allais dire, de dissuasion auprès même des électeurs, en leur demandant de ne pas aller voter, parce qu'on savait à l'époque que la majeure partie de la population roulait pour les nationalistes. Donc, le fait pour elle d'aller voter signifierait de signer le décret de l'échec de la France. Donc, si la France n'avait pas envie de rester encore plus longtemps au Togo, elle ne mettrait pas en œuvre toutes ces stratégies et tous ces stratagèmes pour pouvoir faire en sorte que les nationalistes ne puissent pas remporter les élections législatives du 27 avril. Maintenant, en dehors de ça, quand on voit un peu tout le rouleau compresseur que la France a mis en branle depuis 1946 jusqu'en 1960 pour poursuivre les nationalistes, on peut dire que véritablement c'était une stratégie qui a été mise en place pour dissuader tous ceux-là qui aspiraient à la liberté, à l'indépendance du Togo. Parce que vous savez, quand vous prenez un parti politique comme le CUT, le Comité de l'Unité Togolaise, à partir de 1946, systématiquement, parce que le CUT a été créé le 26 avril 1946, systématiquement, toutes les réunions
prévues par le culte étaient interdites par l'administration coloniale. Et donc, quand vous voyez les rapports officiels de l'époque, on disait toujours que le culte organisait des réunions clandestines. Oui. Et ces réunions, effectivement, étaient clandestines parce qu'elles se tenaient en brousse, puisque l'administration coloniale ne voulait pas que ces réunions se tiennent en pleine ville pour susciter une certaine adhésion de la population ou des militants. Donc, quand nous mettons tout cela ensemble, on peut dire clairement que ce n'est pas donné gratuitement cette indépendance-là. Et enfin, quand on voit un peu tous ceux-là qui sont morts, tous ceux-là qui ont versé leur sang pour que l'indépendance puisse devenir une réalité, parce que pourchassés par les administrateurs coloniaux, notamment Yves Digo, de 50 à 52, notamment Laurent Péchou, après Yves Digo, donc on peut comprendre quand même que c'est un rouleau compresseur qui a été mis en place. Et dès lors que les gens ont pu échapper ou bien tenir bon pour pouvoir défier l'administration coloniale pour que l'indépendance devienne une réalité, nous pouvons dire que l'indépendance a été arrachée. Arrachée, mais il y a aussi, au-delà de tout cet aspect que vous avez révélé, un autre côté qui a été aussi un côté de négociation avec le colon. Alors, la négociation, je pense, pour ma part, que la négociation est venue bien plus tard. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase que nous avons appelée la phase de lutte acharnée. Et la lutte acharnée se retrouve du côté de ceux qu'on appelait à l'époque les nationalistes. Oui. De 1946 à 1958. Alors, il faut que je précise, pendant cette période, nous avions deux camps opposés. Le camp dit des nationalistes, composé du CUT et de la Juvento, oui. Et le cas dit des progressistes, composé du PTP, le Parti togolais du progrès, et de l'UCPN, l'Union des chefs et populations du Nord Togo. Alors, ces deux partis sont considérés comme des partis progressistes. Alors, la nuance, c'est que les gens ont tendance à penser que, parce qu'eux, ils sont progressistes, alors, ils ne voulaient pas que le Togo accède à l'indépendance. Je pense parce qu'ils étaient contre l'indépendance du Togo. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que quand on voit un peu des gens comme Nicolas Grunitzky, qui vont... Nicolas Grunitzky a été d'abord secrétaire général du PTP avant d'incarner le parti, qui a été devant la tribune des Nations Unies pour tenir un discours, pour dire, écoutez, notre lutte, et je cite ce qu'il a dit, notre lutte a consisté à voir dans quelle mesure nous pouvons accéder à l'indépendance, mais de façon progressive. Oui. Donc cela veut dire clairement qu'ils sont également pour l'indépendance, mais ils veulent que cela s'inscrive dans le temps. C'est dans les méthodes qu'il y a divergence. C'est dans les méthodes qu'il y a eu divergence. OK ? Donc, à partir de ce moment, je peux dire que pendant la période de la lutte acharnée de 1946 à 1958, il y a eu véritablement, en tout cas pour ce qui concerne les nationalistes, une lutte sans négociation. En même temps, vous avez le camp d'en face qui était du côté de l'administration coloniale, qui, on peut dire, chuchotait à l'oreille de l'administration coloniale, nous voulons aussi l'indépendance, mais nous voulons que vous soyez encore là pour poursuivre un peu l'œuvre de civilisation. En tout cas, c'était le slogan de l'administration elle-même. Elle faisait comprendre aux populations du Nord Togo que pendant toute la période coloniale, ce sont les populations du Sud Togo qui ont bénéficié de la mission civilisatrice des Européens. Et donc, aller à l'indépendance dans ces conditions-là, cela suppose que les gens du Nord vont être les serviteurs des gens du Sud parce qu'ils n'ont pas assez d'intellectuels, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures et l'œuvre de civilisation même n'a pas pu atteindre son objectif dans cette partie du Togo. Vous voyez. Maintenant, à partir de 1958, lorsque les élections législatives ont eu lieu et que les nationalistes ont remporté la victoire,
c'est pendant cette période que va se situer, si vous voulez, la négociation dont vous parlez. Parce que Sylvanus Olympio, qui a finalement été nommé Premier ministre, je dis finalement, parce qu'il n'était pas le premier choix. Il n'était pas le premier choix, d'autant plus qu'il n'a pas pu participer à ces élections du 27 avril 1958, parce qu'il était sous le coup d'une condamnation. Et l'administration coloniale a trouvé que Sylvanus Olympio utilisait la méthode forte. Et donc le nommé Premier ministre, d'ailleurs, entre 46 et 51, il avait été le président de la Chambre des représentants du Togo. Et il avait mené la vie dure à l'administration coloniale. Donc l'administration coloniale savait à quoi s'attendre plutôt si ce type était nommé Premier ministre. C'est pour cela que elle a tout fait pour le contourner. On a proposé à Maître Anani Santos d'être Premier ministre. Il a décliné l'offre en faveur de celui qu'il appelait à l'époque notre aîné à nous tous, Sylvanus Olympio. Après, on l'a proposé à Jonathan Savi de Tové, qui aussi a dit, vous savez que Jonathan Savi de Tové a été le directeur de publication du Guide du Togo que l'administration coloniale avait mis en place. Donc l'administration coloniale le connaît plus ou moins et pensait plutôt que collaborer avec lui serait moins difficile que collaborer avec Sylvanus Olympio. Donc lui aussi, il a décliné l'offre en faveur de Sylvanus Olympio. C'est de guerre lasse que l'administration coloniale a procédé à la nomination de Sylvanus Olympio. Et donc, dès lors que Sylvanus Olympio est devenu Premier ministre, devant la Chambre des députés, le 16 décembre 1958, dans son discours programme, il a dit quelque chose d'intéressant. Il disait que notre lutte pendant toute cette période-là s'est focalisée sur l'accession du Togo à l'indépendance. Maintenant que nous sommes dans l'antichambre de l'indépendance, il faut repenser la lutte. Cela voudrait tout dire parce que il s'est rendu compte qu'il y a une certaine réalité maintenant devant laquelle il se positionne. Et donc c'est ça qui va l'amener à réfléchir autrement. Il a fait le point. Il a dit, mais si on doit proclamer l'indépendance, on doit inviter des gens. Lomé, à l'époque, n'avait pas d'hôtel. Les invités vont loger où? Lomé n'avait pas encore, comment dirais-je, un fort taux de couverture électrique. L'électricité venait à peine de commencer dans la ville de Lomé. Les rues n'étaient pas véritablement propres. Et donc, il fallait quand même poursuivre un travail d'assainissement de la ville, faire en sorte que Lomé puisse ressembler à la capitale d'un pays qui voulait accéder à l'indépendance. Et au-delà de ça, il s'est rendu compte que, et ça c'est bien plus tard, après l'expérience de Sékou Touré, il s'est rendu compte que demander à la France de procéder à la proclamation de l'indépendance immédiate peut amener le Togo à subir le même sort que Sékou Touré, que la Guinée. Et donc, il s'est ravisé et il a dit, il vaut mieux négocier avec eux pour que la transition se fasse en douce. Et c'est ça qui a été la pomme de discorde entre les Cuitards et les juventistes. Parce que les juventistes ont dit, mais nous avons prêché aux Togolais l'indépendance immédiate. Que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nos aînés du CUT vont vouloir rééchelonner l'indépendance. En faisant cela, est-ce qu'ils ne retournaient pas du côté des progressistes? Parce que c'est le même discours que les progressistes aussi tenaient. Et ils disaient que, ben, écoutez, il vaut mieux inscrire ça dans le temps et accéder à l'indépendance progressivement. Vous voyez? Donc, ça a été à un moment donné la pomme de discorde entre les Cuitards et les juventistes. C'est ce qui va amener d'ailleurs. C'est vrai que ce n'était pas le seul problème entre les Cuitards et les juventistes. Parce que les juventistes ont dit, mais écoutez, si le CUT a pu remporter, si les nationalistes ont pu remporter la victoire, c'est en partie grâce à nous. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont été remerciés en monnaie de singe. Parce que de leur bord,
c'est seulement Maître Anani Santos qui a fait partie du gouvernement. Donc, c'était une frustration à double volet. D'abord, le fait qu'on proroge ou bien qu'on remette à plus tard la proclamation de l'indépendance et le fait que, de leur bord, seul Maître Anani Santos ait été nommé ministre, ce sont ces deux éléments qui ont fait qu'il y a eu un certain froid entre les cuitards et les juventistes. Maintenant, à partir de ce moment, cela va conduire évidemment à partir de 59, mai 59, à la démission de Maître Anani Santos du gouvernement. Et ce qui va montrer vraiment que le torchon brûlait entre les deux, c'est que dès qu'il a démissionné, on l'a foutu en prison. Oui. Et donc ça a créé des problèmes au sein même de la Juvento, puisque finalement, on va assister à une scission même au sein de la Juvento, un bord qui est resté fidèle à Anani Santos, avec ses amis comme Abalo, Firmin, etc. Et un bord qui va finir par se rallier au culte. Vous voyez. Donc, pendant toute cette période-là, Sylvanus Olympio a fait face au réalisme politique et a accepté de négocier avec la France pour que le passage de témoins se fasse en douce. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à ce que la France et le Togo aient eu à accepter de fixer de commun accord la date de la proclamation de l'indépendance qui a été fixée sur le 27 avril 1960. Donc, en clair, de 46 à 58, on peut dire que la lutte a été acharnée, mais à partir de 58, il y a eu une certaine négociation, sans oublier le fait que entre 46 et 58, pendant que la lutte était acharnée du côté des nationalistes, il y avait une forme de négociation du côté des progressistes qui ne l'affichaient pas vertement, mais à travers leur posture, on voyait clairement que ils n'étaient pas contre l'indépendance, mais ils voulaient que cette indépendance-là s'inscrive dans le temps. Alors, finalement, indépendance proclamée donc le 27 avril 1960, mais on le verra plus tard, le jeune État indépendant fera face à beaucoup de difficultés. Président assassiné, l'armée revient au devant. Est-ce que finalement, ce pays était-il prêt à cette indépendance? Alors, vous posez là une question assez intéressante, parce que en 2010, lorsque l'occasion a été donnée de faire le bilan des indépendances, il y a eu beaucoup de voix du milieu des intellectuels qui ont posé justement la question. Oui. Non seulement pour le Togo, mais pour tous les États indépendants de l'Afrique, du moins de l'Afrique francophone. Alors, on est parti d'une analyse prise sur les départements français d'outre-mer, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais, etc. Et certains ont eu à poser la question de savoir si finalement le choix opéré par ces départements-là n'est pas bien meilleur à ce que nous avons fait. Il y a eu deux catégories de réponses à cette question. Il y a un groupe qui a estimé que, oui, ces départements d'outre-mer ont fait le meilleur choix. Parce que le fait de rester dans le giron français leur a donné un certain nombre d'avantages qui leur ont permis de pouvoir s'épanouir tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu un autre groupe d'analystes qui a estimé que la liberté et l'indépendance sont des données innées à l'homme. Et donc, il vaut mieux, comme l'a si bien dit Sékou Touré, être libre en étant pauvre que d'être riche en étant esclave. Mais quand on analyse les deux positions, moi, personnellement, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que le fait pour ces départements de chercher à rester dans le giron français soit un bon choix. Dans la mesure où aujourd'hui encore, le débat
d'aller vers l'indépendance, Oui, ça se pose toujours. ça se pose toujours auprès de ces peuples-là. Ça veut dire que l'homme aspire à l'indépendance, à la liberté, peu importe les conditions dans lesquelles on va le mettre. On est d'accord. Maintenant, pour ce qui concerne les nôtres, enfin, je dis les nôtres, c'est-à-dire ceux-là qui se penchent du côté des pays africains indépendants, disant que il vaut mieux être libre dans la pauvreté que d'être pauvre, d'être riche plutôt dans l'esclavage. Alors, quand on voit un peu la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de poser la question suivante. Que vaut notre indépendance? Et l'indépendance, je pense que de façon lucide, Sylvanus Olympio a trouvé la réponse à cette question-là depuis 60. Il a dit, l'indépendance politique est nulle et de non-effet si elle n'est pas accompagnée d'une indépendance économique. Et quand nous voyons nos États, surtout pour ce qui concerne le Togo, on a vu que les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Togo ont essayé de faire de leur cheval, de faire de l'indépendance économique leur cheval de bataille. Déjà, Sylvanus Olympio, on sait très bien comment il s'est battu pour que le Togo puisse avoir sa souveraineté monétaire. Parce que pour lui, l'indépendance économique passe par la souveraineté monétaire. En dehors de lui, on a vu le sort qui lui est réservé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Après lui, Nicolas Grunitzky a pensé avoir trouvé la clé en initiant la planification. Le développement socio-économique par la planification, inspiré des plans russes de développement. Donc, il a conçu une stratégie duodécennale, c'est-à-dire une stratégie de 5 ans x 4, pour qu'au bout de 20 ans, que le Togo puisse être indépendant économiquement parlant. On a fixé le cap sur 1985, mais bien avant 1985, le Togo était obligé d'abandonner le plan, puisque autour des années 80, on s'est rendu compte que le Togo était fortement endetté, si bien que il a fallu l'intervention des structures financières et monétaires internationales pour pouvoir imposer leurs diktats à notre économie, et on a vu tout ce que cela a donné. Le Togo a fini par rompre, si vous voulez, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais la coopération économique a été rompue en 1993 pour insuffisance démocratique. Et la traversée du désert a commencé depuis lors jusqu'en 2007, avec les élections législatives d'octobre 2007. On a rétabli la coopération, mais déjà en décembre 2010, on nous a dit que le Togo a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Ça, c'est un indicateur qui montre que nous dépendons fortement de l'extérieur et que notre indépendance économique est renvoyée au calendrier grec, malgré toute la volonté des différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Togo. Et donc, quand on voit ça, et quand on fait une analyse du social, parce que le social, les réalisations sociales sont fortement dépendantes de la santé économique de tous les pays. Et quand on voit un peu ce que nous avons pu avoir, prenons l'exemple du secteur éducatif. Un des indicateurs majeurs, c'est l'abandon de la réforme de 1975. La réforme a été lancée en 1975 et au début des années 80, on a purement et simplement abandonné la réforme. Et c'est ça d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qui m'amène à dire à ceux qui pensent que la réforme a été un échec, qui n'ont pas véritablement fait une bonne lecture de la situation. On n'a jamais mis en œuvre cette réforme-là. Elle a été abandonnée pour déficit de moyens financiers. OK? Et donc, nous arrivons en 1992, on a convoqué les États généraux de l'éducation. Et ces États généraux ont fait un diagnostic assez approfondi de la situation socio-éducative du Togo. On a fait des recommandations, on a demandé que ces recommandations soient mises en œuvre
mais faute de moyens, nous étions en 92. En 93 déjà, on a coupé la coopération. En 94, on a procédé à la dévaluation du franc CFA, etc. Et donc, ça aussi a été soigneusement rangé, faute de moyens financiers. Vous voyez? Et donc, finalement, toutes les réformes qui ont été envisagées n'ont pas pu se traduire dans les faits. Et la conséquence, c'est que le chef de l'État actuel, lui-même, il a reconnu qu'il faut aller vers les états généraux de l'éducation parce qu'on estime qu'il y a eu trop de problèmes, il y a des goulots d'étranglement qu'il faut avoir le courage de dénoncer et prendre des mesures correctives pour pouvoir sortir de l'ornière. Merci beaucoup, professeur Joseph Tchigbe. Merci d'être passé et répondre à nos questions. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à vous aussi, c'est plutôt moi qui vous remercie. On va marquer tout de suite la pause et on revient juste après le journal pour Regard Croisé.